France à vivre de l'intérieur. Pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, en 6000 avant Jésus-Christ, le Paléolithique a cédé la place au Néolithique. Épisode 4, le Néolithique fait sa révolution. Mais non, pas une révolution comme ça. Ici, le mot révolution signifie très grande transformation. Pourquoi ce mot alors ? Pourquoi autant d'emphase ? Tu me demandes pourquoi ? Mais parce que tout change avec l'agriculture. Même mon corps a changé. Mon etc. grand-père Sapiens, celui qui peignait sa grotte à la fin du Paléolithique, lui, il mesurait à peu près 1m80. J'ai l'air de mesurer 1m80 ? Un vague 1m63 et demi. Et encore, hein. Que veux-tu ? Le travail des champs, ça me tasse. Et puis il y a les années de mauvaise récolte. Et les maladies qui n'existaient pas avant l'élevage et qui sont transmises par nos bêtes. Mais dis donc, t'as l'air grand, toi ? Alors comme ça, mes descendants vont retrouver la taille du Paléolithique ? C'est déjà ça. Je suis content, hein, mais je montre pas trop mes dents. Moi, j'ai pas encore de dentifrice, alors forcément, les sucres lents des céréales, ça provoque des caries. C'est pas joli. Je râle. Mais quand même, avec l'agriculture, il faut reconnaître qu'on se nourrit mieux qu'à l'époque de la chasse. Tout ce travail permet en effet de nourrir 100 fois plus d'hommes. Et puis, on ne déménage plus autant qu'avant. Dans notre vie de prédateur, il fallait suivre les troupeaux pour chasser, changer sans cesse notre lieu de vie, toujours nous adapter. Nous étions des nomades. Maintenant, nous sommes des producteurs. Nous nous installons pour ne plus bouger. On appelle ça être sédentaire. C'est pas mal, ça a du bon. D'ailleurs, ça a convaincu tout le monde. L'agriculture venait du Proche-Orient quand elle est arrivée en Europe et elle continue de s'imposer pratiquement partout. Regardez autour de vous. À votre époque, il ne reste presque plus de population de chasseurs-cueilleurs, excepté en Afrique centrale ou encore en Amazonie. Grâce à notre ami, tu as compris que le néolithique apporte un immense changement dans la vie de nos ancêtres avec le développement de l'agriculture et de l'élevage. Tu te demandes peut-être d'ailleurs ce qui a provoqué ce changement. Une diminution du gibier à cause du climat ? Ouais. Une augmentation de la population et donc des besoins en nourriture ? Bof. Tout cela a sans doute poussé l'homme à chercher d'autres façons de s'alimenter. Ou alors, des changements de terrain ont favorisé ces nouvelles activités. Ce sont des hypothèses, des idées de réponse. Peut-être sont-elles toutes en partie justes, peut-être même se complètent-elles. Cela fait partie de l'enquête des préhistoriens sur le passé. Ha ! Bon courage. En tout cas, avec l'agriculture et l'élevage, la population augmente et la société se hiérarchise. Cela signifie que des personnages au sein des villages prennent plus d'importance, se distinguent par leur maison, par leur allure. Bah tiens, tu m'étonnes. Si tu voyais mes voisins justement, une nouvelle parure par-ci, des vêtements plus travaillés par-là. Oui, je me doute. Et surtout, pour les archéologues, ces gens-là se distinguent aussi par leurs tombes et ce qu'elles renferment. Des perles en ambre de la Baltique, par exemple. Une résine éclatante aux beaux éclats dorés ou couleur caramel. Ah ouais, très joli ça. Il y a ceux aussi qui ont des spondyles, des petits coquillages de la mer Noire. Moi j'en ai pas, mais c'est bigrement précieux. Et pour ce qui est de proclamer le prestige, le message est clair. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, pour le préhistorien, ces petits objets sont tout aussi précieux pour la foule d'informations qu'ils apportent. Sur la société et son organisation, nous l'avons déjà expliqué, mais aussi sur le commerce et les échanges à travers l'Europe. Car oui, ces objets venus des terres nordiques ou de l'Est lointain sont des voyageurs. Avant d'arriver dans les tombes en France, ils parcourent des milliers de kilomètres de chemins, de rivières, donc empruntent différents moyens de transport, sont échangés, passent entre plusieurs mains.
Une simple perle peut donc étonnamment se révéler bien bavarde. Mais pour revenir aux tombes, même lorsque le défunt enterré n'est pas un personnage important, il est accompagné après sa mort par différents témoins de sa vie passée. C'est bien vrai. On y met des armes ou des outils. Mon oncle, l'autre jour, je l'aimais bien. Un accident. Bref. On l'a enterré avec sa hache en silex. Installé en position fétale, comme le bébé dans le ventre de sa maman, dans un coffre en bois. Mais bon, parfois on enterre le mort dans un linceul directement dans la fosse. Pour les femmes et les enfants, on place des parures. C'est ça qu'on a fait pour mon petit dernier qui n'a pas survécu. Les tombes d'ailleurs prennent une ampleur nouvelle. Il s'agit de plus en plus de monuments mégalithiques, c'est-à-dire constitués de pierres immenses, pesant parfois plus de 100 tonnes. Au fil du néolithique, les morts sont plus fréquemment enterrés collectivement et les tombes monumentales se multiplient. Tous ces rituels pour accompagner les défunts de la vie à la mort montrent bien des croyances. Mais rappelez-vous, pas de texte à la préhistoire. Les préhistoriens sont donc forcés de deviner ce qu'ils peuvent et d'accepter que le reste demeure mystérieux. Mystérieux comme l'un des plus grands et des plus anciens sanctuaires. Élevé à Karnak, en Bretagne, en 3000 avant Jésus-Christ. Imagine, 10 000 menhirs alignés sur 8 km. Certaines lignes de pierre forment de véritables enceintes et certaines ont, semble-t-il, des emplacements qui correspondent aux positions du soleil au cours de l'année. Ce sanctuaire aurait-il donc été érigé en l'honneur d'un dieu du soleil ? On se dit qu'en tout cas, les populations néolithiques cherchaient à comprendre ce qui les dépassait en s'aidant de croyances. On ne comprend pas tout. On ne peut être sûr de rien. On ne peut qu'émettre des hypothèses avec une certitude. On n'aura probablement jamais la réponse définitive à toutes nos questions. Inlassablement, il faut donc continuer à chercher. Pendant ce temps-là, dans le monde, En Europe, on n'est pas les seuls à s'être lancés dans l'agriculture. La domestication des plantes s'est enclenchée un peu partout. Au Proche-Orient, en Amérique centrale, dans les Andes, en Extrême-Orient, en Océanie. Partout, cette nouveauté change et hiérarchise les sociétés, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, ce 3e millénaire est aussi ce moment fascinant où sont érigées les pyramides en Égypte, autour de 2700-2200 avant Jésus-Christ. Tu sais, ces tombeaux majestueux, gigantesques, mystérieux. mais voilà qu'en 2300 avant Jésus-Christ, l'écriture arrive en Europe. La préhistoire prend fin, débute... Attends, je peux récapituler s'il te plaît? La préhistoire c'est long, hein, et je veux être sûre d'avoir bien compris. Donc, déjà, les premiers hommes sont venus d'Afrique. Bien. Ensuite, ils ont évolué en plusieurs espèces d'hommes un peu partout dans le monde, et en Europe, c'était l'homme de Néandertal, pendant le paléolithique moyen. Absolument. Et Néandertal, il était trop stylé. Ça, je suis hyper d'accord. Il chassait, il était stratège, il employait des outils et savait faire du feu. Il s'occupait des plus fragiles et enterrait ses morts. Comme nous. Oui, mais... Je sais. Ils sont différents, donc pas nous. Parce que s'ils étaient nous, ils seraient pas différents. Et comme ils ont gardé une grande part de mystère, les paléontologues se posent plein de questions. Ensuite, au paléolithique supérieur, on a Homo sapiens qui arrive en Europe. Et pour le coup, lui, c'est nous. Et là, il invente plein d'outils. Il part dans les grottes. Il transforme son environnement à tel point que l'agriculture et l'élevage arrivent. Et c'est le néolithique. Méga révolution qui change la vie et les corps. Les hommes deviennent sédentaires et vivent dans des maisons. Certains s'enrichissent et le monde par des bijoux de plus grandes maisons. Ça n'a vraiment pas changé, ça, c'est marrant. Bravo. Et ils ont des croyances, mais comme il n'y a pas de texte, c'est difficile de les comprendre vraiment. Bon, vas-y, fini, j'arriverai pas à en placer une. Et justement, à propos de texte, voilà qu'en 2300 avant Jésus-Christ, l'écriture arrive en Europe. La préhistoire prend donc fin et débute l'Antiquité. Tu la découvriras à la prochaine saison. À bientôt. Il y a du monde derrière cet épisode. Spilson, tenu par Alexandre Lubecht pour le studio, la technique et le montage, Titouan Huitric, Axel Vaught et Benjamin Fenouillet pour les voix,
Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien exceptionnel de Vianney et Micheline Vaught et de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.